Bonjour à toutes et à tous, je suis Sophie Lemaître et avec le podcast Sophie au pays des possibles, je vous emmène à la rencontre de femmes et d'hommes aux parcours et horizons différents. Leur point commun ? Lutter contre la corruption et l'évasion fiscale pour un monde meilleur, plus juste et plus éthique. Parce qu'il ne s'agit pas uniquement de rêver d'un autre monde et parce qu'il est possible de changer les choses, rejoignez-moi au pays des possibles. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode. Mon invité est Yannick Kergoat, réalisateur, monteur et scénariste. Il a réalisé 2 documentaires qui ont particulièrement marqué les esprits. La très grande évasion, sortie en 2022 sur l'évasion fiscale, et Personne n'y comprend rien, sorti en 2025, sur l'affaire du financement libyen de la campagne électorale de Nicolas Sarkozy en 2007. Ce documentaire, Personne n'y comprend rien, est d'ailleurs nommé au César 2026 dans la catégorie Meilleur documentaire. Alors cet épisode est un petit peu particulier parce qu'il n'est pas question de la manière dont on lutte contre l'évasion fiscale ou contre la corruption. On discute de la manière dont Yannick s'est emparé de ces questions complexes pour les rendre accessibles au grand public au cinéma. Il nous explique pourquoi le cinéma est un lieu important pour interpeller les citoyens. Il nous raconte également les difficultés qu'il a rencontrées pour réaliser et distribuer les documentaires. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse découvrir ma conversation avec Yannick. Bonne écoute! Bonjour Yannick Kergoat, je suis très heureuse de vous recevoir dans le podcast. Vous êtes réalisateur, monteur et scénariste et vous avez notamment réalisé La très grande évasion, sortie en 2022 sur l'évasion fiscale, ainsi que Personne n'y comprend rien, qui est sorti en 2025 sur l'affaire des financements libyens en lien avec la campagne présidentielle de Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qui vous a amené en tant que réalisateur, monteur, scénariste à traiter de ces sujets d'évasion fiscale et de corruption ? Alors bonjour, le chemin qui m'a amené à réaliser ces 2 films, il passe par un premier film déjà. Un premier documentaire pour le cinéma qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde, qui est sorti en 2012, début 2012, et qui interrogeait, on va dire, questionnait la question des médias d'information en France au regard de leurs objectifs démocratiques affichés. Ce premier film, Les Nouveaux Chiens de Garde, je l'ai co-réalisé avec un journaliste qui s'appelle Gilles Balbastre, et il était une forme d'adaptation d'un livre de Serge Halimi, qui a été longtemps le directeur du Monde diplomatique, qui s'appelait Les Nouveaux Chiens de Garde. Voilà, donc c'était entre guillemets, parce que c'était pas exactement une adaptation, mais enfin ça se situait dans le prolongement des analyses très critiques sur la question des médias en France, de Serge Halimi et d'un certain nombre d'autres personnes, notamment Pierre Bourdieu, mais aussi les membres d'une association qui s'appelle Action Critique Média, dont je faisais partie. Et donc ça a été un peu au croisement de cette activité, on va dire, militante sur la question des médias. Acrimed est un observatoire critique des médias qui existe depuis 1995. Et on va dire un certain nombre de compétences liées à mon travail dans le cinéma. Donc au croisement de ces compétences et de cette analyse critique, j'avais co-réalisé ce premier film, Les Nouveaux Chiens de Garde. Alors c'était un film pour le cinéma, il a eu un très grand succès puisqu'on a fait presque 300 000 entrées. Et c'est dans le prolongement, on va dire, de cette écriture, d'un certain style d'écriture, et avec, on peut dire aussi, la promesse de renouveler un succès public que quelques années plus tard, un ami producteur, Bertrand Fèvre, de la société Le Bureau, m'a proposé de collaborer avec lui sur un nouveau documentaire, on va dire politique, autour d'une question importante, qui est celle de l'évasion fiscale. Et il nous a réunis, Denis Robert et moi-même, autour donc de l'idée d'écrire et de réaliser un film sur ce sujet. Pour en terminer avec ma petite filmographie, le 3e film sur l'affaire Sarkozy-Kadhafi, appelons-le comme ça, Personne n'y comprend rien, c'est fait dans le prolongement du 2e, puisque à l'occasion de la réalisation et de la diffusion de La très grande évasion, j'ai rencontré Fabrice Arfi, le journaliste de Mediapart qui est au cœur de l'enquête sur le financement libyen. Et après, le contact s'est fait directement et c'est lui qui m'a proposé qu'on travaille ensemble sur un projet de film cinéma autour de l'enquête de Mediapart. Qu'est-ce qui vous a donné spécifiquement envie, d'aborder cette question de l'évasion fiscale, parce que ça peut sembler être un sujet technique, complexe, quand on ne travaille pas sur ces thèmes-là, peut-être même pas très sexy pour un grand public, donc
Voilà, qu'est-ce qui vous a donné envie de vous attaquer à ce sujet au-delà du fait qu'on vous ait contacté et qu'on vous ait proposé de travailler sur ce projet-là? Alors je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est un peu contre-intuitif de se dire on va faire un film pour le cinéma sur une question comme celui-là. C'est souvent des sujets qu'on relaye à travers quelques reportages de circonstances aux actualités télévisées, notamment très très régulièrement, pour pas dire à 80% ou 90%, dans le cadre de l'émergence de quelques scandales, enquêtes, leaks, publications de documents ou procès intentés à telle ou telle personne ou société, etc. L'évasion fiscale était toujours associée de façon publique à la question plus ou moins du fait divers. Voilà, donc c'était contre-intuitif, mais on s'est dit c'est peut-être intéressant justement d'aller contre le traitement fait diversier, on va dire, de l'évasion fiscale, de sortir des instantanés comme ça, des scandales à répétition, mais essayer de comprendre, essayer de prendre le temps dans un long métrage. Donc dans un long métrage, on a quand même du temps, même si ce temps est très relatif, pour aller aux racines du problème et essayer de faire comprendre ce que c'est que l'évasion fiscale au sens le plus large possible. C'est l'idée de ce pari-là, moi, qui m'a intéressé. En même temps, le pari, il est aussi un pari de réalisation, c'est-à-dire il faut trouver les moyens cinématographiques, l'écriture, le style, le ton qui permettent de le faire. Et ça m'intéressait avant tout aussi, d'essayer de trouver une forme qui puisse s'adapter et rendre compte des questions quand même souvent complexes qu'on rencontre quand on prétend s'attaquer à un sujet comme celui-là. Et justement, comment avez-vous travaillé pour réaliser La Très Grande Évasion? Il faut un peu vous donner le contexte. Un film comme La Très Grande Évasion, en termes de temps de travail, c'est à peu près 5 ans de travail. Entre les premières réunions préparatoires entre Denis Robert, Bertrand Fèvre et moi et la sortie du film, il s'est écoulé à peu près 5 ans. Alors c'est pas 5 ans de travail à temps plein, mais c'est quand même tout un processus assez long et qui commence évidemment par s'informer soi-même sur le sujet. C'est-à-dire, il y a, pour ma part, au moins 1 an et demi d'enquête. Enquête au sens large, c'est-à-dire lecture d'articles, lecture de livres, rencontres avec des acteurs, non pas de l'évasion fiscale, mais de la lutte contre l'évasion fiscale, ou d'acteurs qui s'intéressent, on va dire, d'un point de vue universitaire au phénomène de l'évasion fiscale. Je dis bien au phénomène au pluriel, parce que la question est multiple. Donc ça commence par un grand moment d'enquête pour essayer de comprendre, cerner, comprendre les acteurs, les mécanismes, les responsabilités politiques autour de ces questions-là. Évidemment, l'évasion fiscale nous intéressait du point de vue français, mais ça n'avait aucun sens de limiter la question de l'évasion fiscale à la France, puisque par définition, c'est à travers des mécanismes mondialisés et d'échanges mondialisés que l'évasion fiscale se réalise. Donc voilà, ça a commencé par un très long moment d'enquête, et ensuite un aussi long moment de réduction de cette enquête pour se dire, voilà, on va quand même écrire un scénario, même si dans le cadre d'un documentaire, un scénario n'a pas la valeur de préciser autant ce que peut être le contenu d'un film qu'il a dans un film de fiction, mais on écrit quand même un scénario pour essayer de réduire ce sujet, de trouver les formulations, d'organiser le récit, etc., avant de commencer à travailler. Et ensuite, dernière étape, c'est effectivement la réalisation. La réalisation, dans le cas d'un film comme celui-là, c'est la recherche d'archives, c'est les entretiens avec les personnalités qu'on voudrait voir intervenir dans le film, c'est la réalisation des films d'animation, etc., qui vont ponctuer le récit et amener des moments d'explication particuliers. Et c'est à nouveau 1 an et demi de travail. C'est impressionnant, on ne s'attend pas à ce que ça ait pris 5 ans pour produire le film. On voit le travail titanesque derrière pour le rendre accessible et justement, c'est un sujet avec des termes différents. On va parler d'évasion fiscale, d'optimisation fiscale agressive, de prix de transfert, etc. Des différentes manières dont les multinationales ou les plus riches vont s'y prendre pour éviter de payer l'impôt. Comment vous avez fait pour rendre ce sujet accessible ? Parce qu'en fait, c'est ça la marque de fabrique de La Très Grande Évasion, c'est que ce soit accessible à des personnes qui ne connaissent pas du tout la thématique, qui ne sont pas experts du sujet. Oui, vous avez tout à fait raison. Si on fait un film de cinéma, c'est pour s'adresser à tout le monde, à tous les publics. C'est une valeur auquel moi je tiens très très fortement dans le cinéma et qui occupe beaucoup ma vie, parce que par ailleurs je suis monteur de films de fiction. C'est qu'il n'y a pas de prérequis à l'entrée des salles de cinéma. On ne vous dit pas est-ce que vous avez des diplômes pour comprendre tel ou tel sujet, est-ce que vous êtes familier de tel ou tel autre. Ok, vous pouvez rentrer, on vous vend un ticket.
Non, tout le monde peut rentrer et donc le film doit être accessible pour tout le monde. Ça veut dire qu'essayer, au moins dans son récit, d'abord de ne pas ennuyer ceux qui savent déjà un certain nombre de choses, parce qu'on sait que ce type de film fait venir en priorité en salle des gens déjà un peu intéressés. Donc c'est ne pas ennuyer ceux qui savent et ne pas exclure ceux qui ne savent rien. C'est trouver cette ligne de crête un peu dans les explications, dans le récit, dans la variété des sujets qui vont être abordés au cours de 1h30, 1h40 de film, qui permettent de réunir tous les publics. Voilà. Alors on a bien conscience qu'il y a des choses qui, par moments, vont échapper à certaines personnes, par moments vont sembler redondants à d'autres, mais il faut essayer de tenir cette ligne-là. Donc c'est notre rôle de cinéaste de se mettre à la place de ce public un peu universel et de se dire qu'à la fin d'un film, ils vont avoir compris l'essentiel des phénomènes qu'on prétend leur expliquer, leur décrire. Donc c'est vrai que c'est une véritable difficulté et en même temps, voilà, je pense que c'est ce qui fait la beauté du geste d'une certaine manière. Donc après, dans le détail, ça passe par tout un tas de choses. Comme je le disais, au bout d'1 an et demi de travail, d'enquête autour de ces questions, vous devenez une sorte de semi-spécialiste à force d'avoir lu, auditionné, analysé les mécanismes. Et la deuxième étape, c'est un peu d'oublier tout ça et d'essayer de le synthétiser, de le simplifier au niveau de l'expression, mais pas le simplifier au niveau de la réalité, de la complexité des mécanismes. C'est toute la question de la vulgarisation. Je pense qu'elle intéresse aussi tout ce qui est les sciences dures. Il faut pouvoir vulgariser sans dénaturer le propos. Voilà. Donc c'est un long travail, là aussi, encore une fois, je vous ai dit, il y a eu 1 an et demi pour élaborer progressivement, monter, structurer un récit, parce qu'il y a aussi la forme cinématographique, et que quand on fait un film, c'est pas du tout la même chose que d'écrire un livre. C'est pas du tout le même récit. Un film, il faut un début, un milieu, une fin. Il n'y a pas de note en bas de page, on ne peut pas multiplier les exemples, il faut toujours trouver des exemples qui parlent pour les autres. Il y a toute une mécanique, on va dire, narrative et tout un principe d'énonciation qui est celui du cinéma, qui lui est très particulier, mais en même temps qui est quelque chose de très riche et qui permet de faire beaucoup de choses. Dans ce travail d'enquête et ce travail préparatoire, qu'est-ce qui vous a le plus surpris ? Voilà, que vous avez peut-être mis en évidence d'ailleurs par la suite dans le résultat final. Alors très honnêtement, ce qui m'a le plus surpris, c'est pas nécessairement la complexité des mécanismes, on va dire le cynisme d'un certain nombre des acteurs de l'évasion fiscale, etc. Ce qui m'a le plus surpris, peut-être, ça a commencé par une découverte. À la documentation française, j'ai été chercher les rapports parlementaires, que ce soit au niveau de l'Assemblée nationale ou du Sénat, autour de la question de l'évasion fiscale. Je savais qu'il y en avait. Je savais qu'il y avait eu des commissions d'enquête qui avaient analysé certains aspects, pas forcément l'évasion fiscale dans son ensemble, mais par exemple le rôle des banques dans l'évasion fiscale, les mécanismes d'évasion fiscale liés à un certain nombre de paradis fiscaux, etc. Je me suis intéressé à ce qu'on pouvait trouver dans la documentation française sur ces rapports parlementaires. J'ai trouvé ces rapports et je les ai lus, souvent très très longs. Et je les ai trouvés extraordinairement complets, intéressants, avec des auditions passionnantes, avec des analyses passionnantes, avec des conclusions passionnantes, c'est-à-dire avec des propositions de transformation de la loi, notamment, qui visaient à réduire les mécanismes de l'évasion fiscale. Et je me suis aperçu qu'au cours de ces années, il y avait à peu près une fois tous les 2 ans une commission d'enquête parlementaire autour de la question de l'évasion fiscale, mais pas une seule loi n'avait été votée. Donc très globalement, ces rapports, aussi précis, pertinents qu'ils puissent être, ne conduisaient à aucun projet de loi. En tout cas, aucun projet de loi, on va dire, conséquent, réellement dédié à la question de l'évasion fiscale. Et ça m'a mis sur la piste d'une réalité qui est celle que vous me questionnez. Qu'est-ce que j'ai réellement découvert ? J'ai réellement découvert que malgré tout, la question de l'évasion fiscale, c'est un problème politique. Et s'il perdure aujourd'hui, c'est parce que, d'une certaine manière, il y a un choix politique qui est fait de laisser ces mécanismes, de laisser ces acteurs en paix, d'une certaine manière. Je dis bien d'une certaine manière parce que c'est pas évidemment aussi magnifique que ça, mais c'est malgré tout sur une forme d'impuissance politique que ces mécanismes existent et surtout perdurent encore aujourd'hui. Ce qui m'a amené à quand même considérer que l'évasion fiscale dans son ensemble
et quels que soient, on va dire, les territoires, les pays, les États qui sont concernés. Ce n'est pas un défaut du système capitaliste dont on pourrait s'accommoder d'une certaine manière. Ce n'est pas un effet pervers qu'on pourrait redresser à quelques petites mesures, mais c'est un rouage, ce n'est pas le seul évidemment, mais c'est un rouage très important de la mondialisation néolibérale. Et c'est à ce titre qu'il continue d'exister, qu'il continue de fonctionner et qui continue d'être d'une certaine manière protégé par les États et protégé, on va dire, par les États aujourd'hui très largement liés à une oligarchie des affaires et une oligarchie financière. Voilà, je pourrais résumer les choses. Qu'est-ce que vous avez profondément découvert en travaillant sur cette question-là? C'est ça. Oui, c'est très parlant et très marquant que la représentation nationale se soit penchée sur ce sujet-là. Vous le disiez, c'était tous les 2 ans, et qu'en plus, il n'y a pas eu de grande loi de lutte contre l'évasion fiscale, mais plutôt des mesures par-ci par-là, sans vraiment prendre le problème dans son ensemble. Et puis là aussi, on voit l'évolution actuelle, on ne va pas dans le bon sens. On avait obtenu des avancées, notamment une proposition minimum sur les sociétés des entreprises multinationales, et on revient en arrière. Vous parliez d'oligarchie, on a un mouvement de retour en arrière, voilà, malheureusement, et je voudrais maintenant parler de la sortie du documentaire, donc de la très grande évasion, parce qu'il y a eu de nombreuses projections, débats qui ont été organisés, je crois une 100 à travers la France, et vous avez été à la rencontre du public. Quelles ont été les réactions des personnes qui étaient venues regarder la très grande évasion? Ce qu'il faut dire en premier, c'est que c'est toujours le projet de ce genre de film, et ça a été par exemple le projet de mon premier documentaire, on va dire sur une question politique, je vous en parlais, les nouveaux chiens de garde, et ça a été aussi le cas pour Personne n'y comprend rien. C'est l'idée que quand on fait un film comme ça, on va l'accompagner. On va organiser des projections débats, on va libérer du temps pour les sollicitations des associations, des collectifs, des syndicats, de tous les collectifs qui seront intéressés pour organiser une projection et une discussion après. Parce que c'est une manière de valoriser le cinéma, la salle de cinéma plus exactement, comme un espace public, on va dire, alternatif aux espaces publics dominants, très largement vampirisés par les médias traditionnels et notamment la télévision. Donc cette volonté d'aller organiser des débats, elle fait partie prenante du projet. Et d'ailleurs, à la sortie du film, on y consacre beaucoup de moyens, des moyens en temps, mais aussi des moyens en organisation pour répondre aux sollicitations, avoir un emploi du temps, etc., pour aller partout, surtout en France évidemment, mais pas seulement, peut-être en Suisse, en Belgique, etc., au Canada. J'ai fait des projections à l'étranger, dans des festivals, etc. Bon, ça c'est le premier point. On y consacre du temps et le film est un média aussi pour aller à la rencontre du public et continuer à débattre et à interroger. Alors, effectivement, il y a beaucoup de questions à l'occasion de ces projections. Il y a surtout aussi beaucoup de réactions, c'est-à-dire, je crois que, comme je le disais tout à l'heure, le fait qu'on ne parle quasiment de l'évasion fiscale que dans le cadre de scandales, les Panama Papers, les LuxLeaks, etc., tous ces scandales qui ont émaillé l'actualité autour de ces questions depuis une quinzaine d'années, fait que, d'une certaine manière, les gens ne connaissent pas réellement la profondeur du phénomène. Et donc, un film comme celui-là, qui leur ramène, on va dire, un paysage assez complet, des mécanismes, encore une fois, des acteurs, etc., des questions historiques autour de l'évasion fiscale, il y a un effet un peu de sidération, parce qu'on finit le film quand même en citant les montants de l'argent qui échappe au budget de l'État chaque année. Donc, ces chiffres que moi je cite dans le film, autour de 80 milliards à 100 milliards d'euros chaque année, qui sont des chiffres qui sont parfaitement réalistes, attestés, qui procèdent d'analyses différentes, etc., par des institutions différentes. Ils surprennent beaucoup les gens. Et il y a un sentiment de sidération. Moi, je pense que j'ai vécu ça quasiment dans toutes les projections où les gens n'en revenaient pas, entre guillemets, comme on dit, de ces mécanismes-là, surtout, évidemment, en regard des efforts qui leur sont demandés depuis des années, puisque ça fait quand même bien une vingtaine d'années qu'on vit sur le régime des politiques d'austérité en France. Et évidemment, ça n'a pas changé aujourd'hui, voire, évidemment, ça ne fait qu'empirer. Donc, c'est surtout ça qu'il faut essayer de comprendre. Et après, répondre à la deuxième question qui arrive tout de suite, immédiatement, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Moi, c'est une question qu'on a eue. J'ai fait beaucoup de projections débat, mais je n'étais pas le seul à en faire, qui est revenu de manière très, très systématique, c'est qu'est-ce que je peux faire ? Et là, évidemment, une partie de ma réponse, en tout cas la partie la plus centrale, la plus essentielle,
se déployer à partir de la constatation que j'ai faite tout à l'heure, c'est-à-dire de la question de la responsabilité politique autour du fait que perdurent, voire augmentent les phénomènes d'évasion fiscale depuis toutes ces années. Alors vous leur conseillez quoi? De voter? De s'impliquer dans des groupes ou des associations? Quel type de recommandations vous avez pu faire? Alors moi, je n'avais pas une liste, si vous voulez, de recommandations, mais effectivement, au cours de la discussion, on peut poser la question de son vote. Alors évidemment, la question de son vote, immédiatement, elle pose la question de la représentativité politique aujourd'hui en France, qui n'est certainement pas celle d'une démocratie en plein exercice, qui est celle d'une démocratie de basse intensité, très certainement. Mais de dire, voilà, il faut voter pour des organisations politiques qui prétendent réellement légiférer sur ces questions-là. Et s'y intéresser et légiférer, oui, ça doit faire partie des composantes de votre vote. Mais on peut aussi considérer que, connaissant, les mécanismes d'évasion fiscale d'une société comme Amazon, par exemple en France, considérer qu'on peut, à titre personnel, la boycotter, essayer d'acheter le moindre chose possible dans une société comme celle-là. Et d'autres qui utilisent les mêmes mécanismes. Alors pas exactement forcément les mêmes mécanismes financiers, mais avec la même logique de s'extraire de l'obligation de l'impôt. À l'époque où je réalisais le film, il y avait les procès liés à Starbucks, à McDonald's, etc. Un certain nombre d'entreprises comme ça, très connues et on va dire très utilisées par les Français, voilà, avec une clientèle française très forte. On peut annoncer effectivement qu'à titre personnel, individuel, on ne boira plus de café chez Starbucks et on n'ira plus consommer des sandwichs mauvais pour la santé chez McDonald's. Et ce que le film ne faisait pas, c'est de décrire les solutions économiques et politiques qui permettraient de mieux lutter contre l'évasion fiscale. Qui passe d'ailleurs en partie et d'ailleurs par une augmentation des sanctions. Parce qu'on le sait très bien, en termes d'évasion fiscale, les sanctions sont très très légères, souvent difficiles à appliquer au cours des procès, etc. Enfin voilà, il y a un aspect judiciaire que notamment les rapports parlementaires dont on parlait au début de notre entretien ont largement souligné. Alors avant qu'on discute de personne n'y comprend rien, voilà, vous avez commencé un petit peu à expliquer pourquoi vous avez choisi le format film documentaire, ou projeté au cinéma plutôt qu'à la télé. Mais j'aimerais que vous nous en disiez un peu plus parce que c'est vrai qu'à la télé, par exemple sur Arte, il y a eu plusieurs documentaires sur des sujets assez proches. Qu'est-ce qui va faire la spécificité du cinéma par rapport à la télé, au-delà du fait bien sûr que, en tant que public, si c'est un documentaire à la télé, on n'a pas de débat avec les personnes qui sont présentes, mais voilà, qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de réaliser un documentaire pour le cinéma? Il y en a deux principales et effectivement la première elle est liée aussi à la question de faire des débats. Et je le disais donc à faire de la salle de cinéma un espace public alternatif à ceux de la télévision. Donc ça fait partie de la question. Mais moi je travaille dans le cinéma depuis 30 ans. Si vous voulez, je pense que quand on réserve sa soirée, quand on se déplace, quand on paye une place de cinéma jusqu'à 10, 12 euros, qu'on s'installe dans le noir avec d'autres gens pendant la durée d'un film, l'impact de ce qu'on va voir, il est infiniment plus important que regarder un reportage à la télévision, je vais dire dans le robinet ouvert H24 et qui coule de la télévision. C'est pas du tout la même démarche et ça produit pas du tout la même attention. Et cette attention n'aura pas les mêmes traces dans l'esprit d'un spectateur qu'un reportage ou même un documentaire de 52 minutes bien fait sur Arte. Ça, c'est une première chose. Je pense aussi que, au cinéma, on ne s'adresse pas aux mêmes gens qu'à ceux qui regardent la télévision et surtout, on ne s'y adresse pas de la même façon, avec la même écriture, avec le même engagement, les mêmes outils audiovisuels qu'un film de télévision. Et dernier point, très très important pour moi, c'est la liberté éditoriale. Je pense pouvoir dire qu'on n'a plus en France, dans les chaînes de télévision, la liberté éditoriale que peut avoir un auteur et un réalisateur de cinéma aujourd'hui. Voilà. Donc si on veut être réellement libre de ce qu'on veut dire, en totalité, c'est plus à la télévision qu'on peut le faire. À la télévision, vous aurez toujours un chargé de programme, un directeur de case, un directeur d'antenne, quelque part dans la hiérarchie de la chaîne, qui vous dira « Maintenant, je suis désolé, mais Apple, tu peux pas en parler parce que on a tant de chiffre d'affaires en termes de publicité sur notre chaîne. » Par exemple, c'est un exemple très trivial, mais en même temps extrêmement quotidien à la télévision.
Donc voilà, si on veut être absolument libre de ce qu'on veut dire et auteur de nos propos, c'est pas à la télévision qu'on va trouver cette liberté. C'est terrible d'entendre ça parce que ça montre aussi qu'il y a une bascule. Et en même temps, on a eu des exemples qui ont été rendus publics, notamment avec Complément d'enquête, où il y a eu divers reportages de compléments d'enquête où il semble y avoir eu des pressions, des interférences, etc. Donc c'est inquiétant de se dire que la télé, c'est plus un espace où le réalisateur est libre de produire un documentaire ou un reportage sur un sujet. Vous disiez que vous avez plus de liberté au cinéma, mais du coup je me pose la question suivante, est-ce que vous n'avez pas eu des difficultés à trouver des salles pour projeter le documentaire, ni pour financer ce documentaire? Parce que ça a un coût quand même important de réaliser ce documentaire, mais aussi personne n'y comprend rien, donc voilà. Est-ce que vous avez eu des pressions ou des difficultés en fait à le financer et ensuite à le projeter à travers la France, l'Europe, le monde, puisque vous nous avez dit que vous avez été aussi au Canada? Non, mais vous avez raison de signaler qu'il y a la question du financement et il y a la question de la diffusion aussi d'un film. C'est tout sauf des moments neutres, on va dire, ou des moments de pleine liberté. Moi, je parlais de liberté éditoriale au moment où on réalise, mais évidemment, ça impose de surmonter une forme de censure qui est la censure économique pour faire le film. Ça, c'est clair. Donc cette censure qu'on aurait à la télévision et qui nous interdirait de dire un certain nombre de choses, il faut la surmonter du point de vue économique au moment de la production du film, c'est-à-dire au moment où le producteur ou la productrice va chercher de l'argent pour faire le film. Alors, il faut savoir que dans le cinéma, les mécanismes de financement sont très multiples, sont assez variés. Un budget comme celui d'un documentaire de cinéma, comme mes 2 derniers films, par exemple, c'est pas des budgets colossaux, c'est pas des sommes équivalentes, loin de là, de ce qu'on peut dépenser pour un film de fiction. Donc à travers différents mécanismes, on peut y arriver. Dans le cas de La Très Grande Évasion et surtout de Personne n'y comprend rien, dont on va parler tout à l'heure, dans les 2 cas, il y a eu ce qu'on appelle un crowdfunding. C'est-à-dire on a fait appel au public en avance pour qu'il finance le film en échange de contreparties, notamment de places de cinéma, etc., de cadeaux, tout ça. Et c'est strictement parce qu'on a réussi à lever suffisamment de fonds avec le crowdfunding qu'on a pu financer le film. On n'aurait pas pu le financer sans ça. Ça, c'est une manière de détourner la censure économique. Dans le cadre de La Très Grande Évasion, on avait un producteur privé qui a mis de l'argent, on a eu un crowdfunding et on a eu aussi ce qu'on appelle l'avance sur recette. C'est une aide sélective du CNC qui est donnée par une commission indépendante. Dans le cas de Personne n'y comprend rien, le film a été financé à 90%, presque à 100%, 90%, par un crowdfunding. Voilà, on n'a eu aucune aide publique, aucune subvention du CNC et évidemment le soutien d'aucune chaîne de télévision. Il y a cette censure économique, elle existe, il faut la surmonter, il faut être malin, il faut trouver des outils, il faut agréger de l'argent, il faut surtout être très économe quand on fabrique le film, parce qu'on sait qu'on fait le film avec très peu d'argent, mais on peut y arriver. Ensuite, évidemment, il y a la diffusion. Et là, moi, j'ai changé un peu de point de vue entre les 2 films, entre La Très Grande Évasion et Personne n'y comprend rien. Pourquoi ? Je vous explique ça très rapidement. J'ai toujours considéré qu'une fois qu'on avait surmonté la censure économique, au moment de la sortie du film, il y avait un marché, et qu'on se situait dans un marché. Et que si ce marché pouvait nous être défavorable parce qu'il y avait des grosses machines qui sortaient au même moment ou des films équivalents, on va dire sur un segment du public qui était plutôt notre public, c'était la loi du marché d'une certaine façon, et il fallait s'en accommoder. Au moment de la sortie de Personne n'y comprend rien, qui touchait effectivement un personnage politique encore très puissant en France, on a eu des mécanismes de censure, réellement. C'est-à-dire que très rapidement, les premiers jours de la sortie, les indicateurs, on va dire économiques, étaient très bons, c'est-à-dire il y en a un qui est essentiel, c'est le nombre de spectateurs par copie. C'est-à-dire, est-ce que le film fait venir des gens quand il est présenté quelque part dans une salle ? On avait des très bons indicateurs qui nous disaient que le film intéressait, qu'il y avait vraiment un public pour le film. Malgré ça, tous les grands réseaux ont refusé de le distribuer. Et quand je parle de grands réseaux, ça a commencé par MK2 à Paris qui n'a pas voulu prendre le film. Pathé est le seul grand réseau à soutenir le film. Mais Gaumont, UGC, les CGR, etc., tous les multiplexes de province ont refusé de montrer le film. Et ils ont refusé de le montrer, à mon avis, alors que le film avait fait la démonstration qu'il y avait un public pour le faire et couvrir une salle, même
une projection par jour, voire même une projection tous les 2 jours, garantissait un certain nombre de spectateurs, donc on va dire de la viabilité économique du film. Donc j'ai changé un peu de position en me disant la seule censure qu'on subit au cinéma, c'est celle de son financement. Non, je pense qu'il y a aussi une censure au moment de sa distribution. Est-ce que vous avez eu des retours un peu officieux, des réactions en fait pour expliquer un petit peu pourquoi ces grands réseaux ne projetaient pas Personne n'y comprend rien? Non, on n'a jamais d'explication claire. Voilà, on a des explications qui disent non, ça n'intéresse pas nos publics, etc., etc. Voilà. Même si ces explications contredisent la réalité économique de l'exploitation, on va dire en temps réel. Mais ce qui fait que quand même, pour un documentaire, on a fait 160 000 entrées, ce qui est déjà considérable pour un documentaire en salle. C'est intéressant de savoir, par exemple, le nombre d'entrées moyen pour un documentaire au cinéma, c'est 5 000 entrées. On a fait 160 000, donc on est très très au-dessus de l'étiage moyen en spectateurs pour un documentaire en salle. Mais il faut savoir qu'il n'est pas sorti dans une ville comme Lille, par exemple, puisqu'il n'y a plus de cinéma indépendant à Lille. Et que dans énormément de villes moyennes, le film n'a pas été montré. Donc c'est très difficile pour un public de se dire je vais faire 100 km aller-retour de voiture pour aller voir un film dans une ville très éloignée. Moi j'estime que si le film il avait été distribué à la mesure de son intérêt économique, on va dire, pour faire simple, on aurait touché un public beaucoup, beaucoup plus important. Et il y a un dernier critère que je veux apporter pour ça, qui est aussi un critère économique, il faut le comprendre comme ça, c'est les notes d'Allociné. Allociné, c'est un peu un thermomètre français qui concerne l'ensemble du territoire français pour montrer l'intérêt que les spectateurs ont pour un film. Or, cette année, Personne n'y comprend rien a été élu le meilleur film de l'année, tout film confondu. Dessin animé, fiction, etc., etc., par Allociné. C'est le film le mieux noté de l'année par Allociné, qui en a fait un papier, sur leur site, une déclaration, etc., comme ils font tous les ans. L'année dernière, c'était Le Comte de Monte Cristo, le film de fiction qui était sorti, qui avait eu ce label du meilleur film de l'année. Cette année, c'est Personne n'y comprend rien. C'est bien qu'il y avait quand même un public, un intérêt du public, une satisfaction du public, donc une forme de bouche à oreille, qu'aurait dû dire à ces réseaux-là, il y a de l'argent à faire, ouvrons nos salles à Personne n'y comprend rien. Ça ne s'est pas passé. Alors c'est une perte pour eux, mais c'est surtout une perte pour le public, parce que vous le disiez, vous avez parlé de Lille, où il n'y a plus de cinéma indépendant, mais vous parliez aussi des petites villes. Ça veut dire qu'en fait, des centaines de milliers de personnes n'ont pas eu accès à l'information et à ce film. On leur a même pas donné le choix, parce qu'effectivement, on ne va pas faire 100 km aller-retour pour aller voir un film. Donc en fait, on a en France des personnes qui n'ont pas pu avoir accès à un documentaire parce que des grands réseaux ont décidé de le censurer et d'empêcher qu'il soit projeté. C'est vraiment problématique en termes d'accès à l'information et à la sensibilisation. Et donc ensuite pour des personnes de pouvoir faire des choix en connaissance de cause, parce que ce documentaire participait aussi à de la pédagogie, à expliquer une affaire qui pouvait sembler complexe. Et quand on voit les réactions qu'on a eues à la suite de la condamnation en première instance de Nicolas Sarkozy, qui a d'ailleurs fait appel, peut-être que les réactions auraient été plus différentes si le film avait été vu par plus de personnes, parce qu'il avait été distribué à travers la France. Alors avec des si, vous me direz, on referait le monde, mais voilà, ça interpelle, quoi, ça interroge en fait sur cette situation, le fait qu'on puisse avoir des films aujourd'hui qui puissent être censurés. Oui, c'est surprenant, et encore une fois, peut-être j'étais naïf en pensant que au moment de l'exploitation d'un film, on était sur un marché. Et donc ce marché il était animé par un certain nombre d'indicateurs économiques un peu objectifs qui orientaient le marché. La réalité, c'est que non, je pense qu'il y a un poids de la censure sur un certain nombre de sujets comme cela, et que cette censure, elle existe et se manifeste de manière assez brutale. Une chose que vous avez dite qui m'a marquée, je trouve, et qui est très positive et encourageante, c'est que les 2 documentaires ont pu être financés par du crowdfunding. Donc en fait, on voit qu'il y a un engouement citoyen pour que ces 2 documentaires soient réalisés et soient vus, et ça c'est génial. Et là, ça me permet de faire la transition pour parler de Personne n'y comprend rien. Vous nous avez dit au début de la conversation que vous aviez rencontré Fabrice Arfi et qu'il vous avait proposé ce projet. Racontez-nous un petit peu comment s'est passé ce partenariat et puis aussi comment vous avez travaillé, parce que là, on est sur un sujet complètement différent. On était sur l'évasion fiscale et là, on passe plutôt sur un financement de campagne politique, sur des questions de corruption. Donc comment vous avez travaillé ? Voilà, est-ce que vous avez changé de méthode ?
Comment vous avez fonctionné pour ce documentaire ? Oui, alors j'ai travaillé vraiment très très différent à tout point de vue. D'abord sur la question du financement, parce que je vous disais, là il n'a pas été question d'aller voir des chaînes de télévision, d'essayer de convaincre des producteurs privés, d'essayer de déposer des dossiers au CNC ou dans les régions pour au fur et à mesure agréger un budget et essayer de trouver une économie pour le film. Le crowdfunding nous est tout de suite apparu comme la seule solution pour surmonter ce que j'ai appelé tout à l'heure la censure économique. Et puis, deuxième raison qui ont fait que j'ai travaillé très très différemment, c'est que la très grande vision, c'était quasiment 5 ans de travail étalé sur 5 ans. Encore une fois, pas à temps plein, mais sur une période très longue. Là, le film, il s'est fait en 5 mois. Donc, c'était pas du tout la même chose. Il a fallu travailler très très vite. L'écriture du film était très différente de celle de la très grande évasion. Et la principale différence pour l'écriture, donc pour mon travail, moi, on va dire de scénariste, c'est que l'enquête, elle était déjà faite. Je vous disais tout à l'heure que pour la très grande évasion, il y avait 1 an et demi d'enquête, de recherche de ma part, etc., de lecture, d'audition, de rencontres, pour essayer de comprendre de quoi il était question. Là, l'enquête était close d'une certaine manière, puisque l'instruction était close, l'enquête journalistique et judiciaire, enfin, on ne peut pas dire qu'une enquête journalistique est totalement terminée, mais en tout cas, l'enquête judiciaire en ce qui concernait les faits incriminés était close. Donc moi, j'avais un corpus déjà absolument nourri d'événements, de calendriers, d'histoires au sens historique du terme sur ces faits-là, dont je pouvais immédiatement me servir et utiliser. Voilà. Donc ça a été d'une certaine manière beaucoup, beaucoup plus simple. Après, pourquoi 5 mois ? Parce qu'on s'était engagé, c'était un peu le pari, là aussi, qu'on avait fait collectivement avec les gens de Mediapart et avec notre distributeur, de sortir le film au moment de l'ouverture du procès. Pour 2 raisons très simples. D'abord, effectivement, utiliser ce moment où tout d'un coup, on allait reparler de l'affaire et où donc les gens potentiellement pouvaient à nouveau s'y intéresser, puisque c'était quand même un procès historique. Et puis, d'offrir aux gens la possibilité, effectivement, de comprendre cette affaire différemment, en tout cas de la manière dont elle pouvait avoir été traitée ou dont elle serait traitée par les médias dominants, au moment où ils vont avoir besoin de comprendre de quoi il est question dans ce procès. Il y avait cet engagement-là et donc ça a conduit à faire le film très très rapidement, à finir le film très rapidement et donc à engager d'une certaine manière sa réalisation avant même de savoir si on aurait la totalité du financement pour le faire. Donc d'une certaine manière, il y a des questions d'écriture et de mise en scène qui ont été élaborées d'une certaine façon en se disant même si on n'a que 100 000 francs pour le faire, on va le faire comme ça, quoi. Et il y aura un décor unique et il sera tout près de Paris et il y aura des entretiens de telle ou telle manière, etc., qui sont des dispositifs qui sont crédibles économiquement. Enfin, donc on peut maîtriser le coût et se dire qu'on peut le faire à pas trop cher. 5 mois, c'est exceptionnel, surtout que c'est une affaire quand même qui est extrêmement complexe, avec plein de personnages, des flux financiers, une temporalité très longue. Et du coup, j'ai 2 questions, puisque là aussi, avec Personne n'y comprend rien, il y a eu des projections, des débats avec vous. Vous le mentionnez, et c'était important aussi de le faire avec des partenariats, avec des associations, notamment par exemple avec Anticorps. Donc ma première question, c'est quelle a été la réaction du public en regardant Personne n'y comprend rien ? Et deuxième question, puisque c'était projeté au moment où le procès s'était ouvert, est-ce que vous avez eu des retours sur comment les protagonistes ont réagi par rapport au documentaire, voire même des échos par rapport aux magistrats ou au personnel judiciaire ? Alors en ce qui concerne effectivement la temporalité, le fait de montrer le film au moment du procès, oui, on a eu quelques signaux, on va dire, de ce télescopage. Alors c'était pas du tout au niveau des magistrats, d'une certaine manière plutôt du public qui venait au procès. Fabrice Arfi et Karl Lasquet ont assisté à toutes les audiences, tous les deux ensemble, et les ont chroniquées sur Mediapart de manière systématique. Il y avait d'ailleurs une des contreparties qu'on s'était engagé à faire si on arrivait à un seuil de financement suffisant, c'était de faire un résumé vidéo en accès libre sur le site de Mediapart chaque semaine. Donc une chronique, un résumé du procès chaque semaine en vidéo en accès libre sur Mediapart, ce qu'on a fait. On l'a fait pour toutes les semaines du procès. Et donc, progressivement, c'est vrai qu'au fur et à mesure des semaines des audiences, Fabrice et Karl se sont vus interpellés par des gens qui venaient voir le procès en leur disant « J'ai vu le film, ça m'a intéressé, je suis venu voir le procès parce que j'ai vu Personne n'y comprend rien ». Voilà, une partie de l'audience, en tout cas, enfin des citoyennes et des citoyens qui sont venus voir le film, sont venus aux audiences parce qu'ils avaient vu le film.
Cette part, je ne peux pas la mesurer objectivement, etc. On n'a pas fait de statistiques ni de sondages, mais de manière très régulière, Fabrice et Karl ont été interpellés de cette façon-là. Et il y a eu un deuxième petit signal assez marrant, là pour le coup, un peu anecdotique, mais assez rigolo. C'est qu'à un moment, dans une des déclarations que Nicolas Sarkozy a fait à la barre, devant les magistrats qui instruisaient le procès, à un moment donné, il s'est mis à dire « Et de toute façon, c'est Salmégondi, personne n'y comprend rien ». Et là, la salle s'est mise à rigoler. Je me souviens. Ce qui disait bien qu'il y avait dans le public un certain nombre de gens déjà au courant de la manière dont nous avons détourné sa phrase, qui était déjà une de ses phrases, pour en faire le titre du film. Quelles ont été les réactions du public quand vous avez participé à ces projections débats aux côtés de différentes associations ? Oui, alors c'est vrai qu'il faut en parler des associations déjà, parce que c'est vrai que c'est ce que dans le domaine du cinéma, au moment de son exploitation, on appelle le hors-média. C'est-à-dire que sur des sujets comme ceux-là, très particuliers, on essaye d'y intéresser un certain nombre d'associations, de syndicats, de collectifs, etc., qui sont susceptibles de se saisir ce film et de s'intéresser à ce film au regard de leurs activités. Alors, les associations anticorruption comme Anticor, évidemment, ça allait de soi, parce qu'ils travaillent quotidiennement sur des questions de corruption politique. Et donc, ils ont beaucoup accompagné le film dans leurs comités locaux, départementaux, nationaux, etc. Et essayer de faire connaître que le film existait et essayer d'organiser eux-mêmes dans les cinémas un peu partout en France des projections pour leurs adhérents, mais pas simplement pour leurs adhérents, mais pour le public au sens large. Alors, qu'est-ce que ça donne, les réactions ? C'est beaucoup de surprises parce qu'effectivement, on s'est très vite aperçu que le fait que cette affaire était connue ne signifie pas qu'elle était bien connue et qu'elle était connue dans son ensemble par les gens. Pourquoi ? Parce que même pour les lecteurs de Mediapart, attentifs, etc., qui auraient au cours des années lu les 160 articles que le journal a publiés pour l'affaire, tout ça était des fragments. C'était très fragmenté et fragmenté dans le désordre, j'ai envie de dire. Ce qui rendait pas forcément la possibilité d'une lecture juste, complète, organisée des événements et des faits révélés par l'enquête. Parce qu'évidemment, les faits révélés par l'enquête, ils arrivent dans le désordre, et par petits bouts, et etc., etc. Et le film avait cette vertu de rassembler tout ça et de remettre tous ces événements dans une chronologie et un schéma de compréhension, on va dire, des événements. Ça produit beaucoup de réactions de stupeur, un peu, de surprise et évidemment d'indignation, redoublé du fait qu'on a quand même dans cette affaire un acteur principal, un prévenu essentiel, qui a toujours nié de manière très virulente ses implications dans l'affaire et qui a toujours bénéficié, on va dire, de médias amis, pour le moins, qui ont, à toutes les étapes, on va dire, de l'instruction judiciaire et des révélations médiatiques, bénéficié d'un temps de parole pour imposer son propre narratif. Et qui a, et c'est son rôle, et c'est d'une certaine manière aussi son droit, bien sûr, brouillé la lecture que les gens pouvaient avoir de l'affaire du financement de sa campagne présidentielle par le régime de Moammar Kadhafi. En résumé, le sentiment le plus puissant manifesté à l'issue des projections, c'est ça, c'était de dire, mais quelle indignité. Voilà. Et ça permet aussi de se rendre compte de l'ampleur, en fait, et de la gravité des faits, parce que je crois que c'est ce qui est ressorti au moment de la condamnation en première instance. Il y avait une incompréhension liée à sa condamnation, alors que les faits sont graves, et le film a contribué à faire connaître cette affaire qui paraissait tentaculaire et complexe. Voilà, et fragmenté, pas très clair, et pas très pertinent d'une certaine manière. Donnant le sentiment qu'effectivement, la justice pouvait avoir exagéré les faits et fait pression sur Nicolas Sarkozy et son entourage de manière excessive. Or, et vous le soulignez, l'exécution provisoire de la peine, qui a donné lieu à une incarcération de moins de 20 jours, était liée et motivée par la gravité des faits. Réellement, ça a été les attendus du procès en ce qui concerne cette exécution provisoire, qui a été remise en cause ensuite par le tribunal d'appel. Et c'est tout à fait logique d'une certaine manière, puisque en appel, on est considéré à nouveau innocent. Et la gravité des faits n'est pas jugée, mais des questions de représentation. Est-ce que l'individu est susceptible de pouvoir s'échapper, de parler avec des complices, etc., etc. On n'est plus dans le cadre d'une exécution provisoire, mais d'une incarcération provisoire, ce qui n'est pas du tout le même champ, on va dire, d'appréciation juridique. Oui, puis aussi ce qui est marquant dans cette affaire, c'est que les faits remontent à 2006-2007.
On est au moment de la condamnation en première instance, on est en 2025, donc c'est une période quand même très longue. Mediapart avait commencé à documenter et à parler de cette affaire à partir de 2011, donc on est sur une période de 14 ans, ce qui est très long. Et en fait, le temps de la justice, c'est pas le temps médiatique et il a fallu le temps d'enquêter, mais aussi pour le public, on peut comprendre que il ne comprenait pas très bien ce qui se passait au vu de la longueur de la procédure et de l'enquête. Oui, et d'ailleurs, ça faisait partie aussi des questions du public régulières sur la question du temps. Pourquoi c'est aussi long d'instruire une affaire comme celle-là? Et d'ailleurs, les magistrats s'en sont expliqués au moment de l'ordonnance de renvoi, c'est-à-dire de ce document qui fait la synthèse de l'enquête et qui justifie le renvoi d'un certain nombre de prévenus en procès. S'en sont expliqués les magistrats en disant le temps long de l'enquête, c'est aussi sa complexité, c'est le fait qu'on envoie des commissions rogatoires dans beaucoup de pays étrangers, que ces pays étrangers sont pour beaucoup très peu coopératifs, et notamment dans le cadre de paradis fiscaux, quand on essaie de tracer les flux d'argent, essayer de remonter les sommes d'argent liées à la corruption, il faut enquêter à l'étranger, faire des commissions rogatoires, demander aux États très peu coopératifs de fournir des documents bancaires, etc., etc. Il faut aussi comprendre que le temps de l'enquête, c'est le fait aussi qu'à toutes les étapes de l'instruction, sur toutes les perquisitions, sur toutes les auditions, etc., sur toutes les pièces d'instruction, la défense va faire obstruction et va demander l'annulation de telle ou telle pièce, de telle ou telle écoute téléphonique, etc., etc., et que il y a une chambre d'instruction qui doit se réunir et qui doit décider si effectivement il faut rendre compte de la demande de la défense. Et tous ces actes d'obstruction au cours d'une enquête comme celui-là, ça fait des mois et des années de procédure ralentie, j'ai envie de dire. Voilà. Et ça, c'est le droit de la défense. Je pense qu'il ne faut pas le remettre en cause, mais il faut aussi savoir l'expliquer quand on dit qu'une enquête dure très longtemps et que la justice est très lente. Il y a un autre fait aussi qu'il faut rappeler, c'est le peu de moyens qu'a la justice. Et notamment dans le cadre de cette enquête, on parle quand même d'une élection potentiellement volée financièrement, puisque une loi de financement qui n'a pas été respectée et une élection financée par une puissance étrangère. Il faut savoir qu'il n'y a pas eu un officier de police judiciaire à temps plein sur l'enquête. Pas un. C'est-à-dire il y a eu un officier de police judiciaire, mais qui était sur plusieurs enquêtes en même temps. Il faut ramener ça à ce qu'a été, par exemple, l'enquête américaine au moment des suspicions d'ingérence de la Russie sur la première élection de Donald Trump. Il y avait 70 agents du FBI sur l'enquête. En France, on n'a pas eu un officier de police judiciaire à temps plein sur l'enquête. Donc, tous ces éléments réunis racontent un peu pourquoi il a fallu 15 ans pour arriver à un procès. Une chose qu'on voit à travers ces deux films, c'est votre engagement. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous de réaliser ce type de documentaire ? Oh là là, ça c'est une grosse question. Je ne sais pas si j'ai une réponse tout à fait satisfaisante. Enfin, il faudrait être un peu transparent par rapport à soi-même. Non, je pense que c'est important pour moi de faire quelque chose que je sais faire. Voilà, je crois que je sais faire des films, à peu près correctement. En tout cas, je sais comment ça se passe, je sais comment on peut les faire, je sais comment on peut les mettre en œuvre. Après, est-ce que je les réussis vraiment ? C'est une autre question. Est-ce que je suis le plus compétent pour le faire ? Ça, certainement pas, etc., etc. Mais à un moment donné, je me retrouve dans la situation où j'ai les moyens de le faire. Et je pense que, c'est mon rôle de citoyen, tout simplement, que de les faire. Que sur des questions comme ça, qui me semblent très importantes pour la vie collective, si on est là, il faut le faire. Voilà, c'est tout, quoi. C'est pas plus compliqué que ça, quoi. Je me sens le devoir, entre guillemets. Voilà, c'est pas très spirituel, c'est pas une mission divine, évidemment, mais je me sens le devoir de le faire. Et c'est ça qui me motive. Je pose cette question parce qu'il y a d'autres réalisateurs qui ne feraient pas de documentaires sur ces sujets-là, sur les questions d'évasion fiscale ou de la corruption. Donc c'est quand même unique de vouloir travailler sur ces thèmes-là, de faire en sorte que ce soit accessible au plus grand nombre. Et voilà, c'est un marqueur important, d'où ma question, pourquoi c'était important pour vous ? Et d'ailleurs, ce qu'on a peu abordé, c'est la question du cinéma engagé. Ça va être mon avant-dernière question. Quel rôle joue le cinéma dans la sensibilisation, dans l'information du grand public pour nous permettre de comprendre ces enjeux de société et ces enjeux économiques et politiques ? Je pense que le rôle du cinéma est grandissant d'une certaine façon, même si l'espace qui est réservé à ce que vous appelez un cinéma engagé est certainement en train de se réduire. On en a un peu parlé, mais son rôle est grandissant parce que
Encore une fois, la télévision ne joue plus ce rôle-là. Il n'y a plus d'émissions d'enquête à Canal+. Depuis que Bolloré a repris le pouvoir dans le groupe Canal+, il a supprimé les émissions d'enquête. Il y a très peu d'émissions d'enquête à la télévision sur le service public. Vous avez situé Complément d'enquête, qui est certainement une émission d'enquête très sérieuse, où ils font bien leur travail, mais effectivement, qui est très largement attaquée. On l'a vu lors des auditions un peu catastrophiques qu'il y a à l'Assemblée nationale autour du service public de l'audiovisuel, de son financement, de son contenu, de ses orientations politiques, etc., etc. On voit que derrière tout ça, il y a l'idée aussi d'attaquer des services d'enquête, que ce soit ceux de Radio France ou ceux de France 2 et de France 3. Cette émission Complément d'enquête, elles ne sont pas très nombreuses, elles sont très attaquées. Je pense qu'elles sont encore aujourd'hui à l'antenne parce que dans le rapport de force entre leur audience, leur impact, leur est encore favorable, mais pour combien de temps ? Je pense qu'elles ne font plaisir à personne parmi les dirigeants, l'oligarchie qu'on citait, etc., des affaires et le monde politico-affairiste, pour résumer ça en un mot. Donc voilà, c'est une question de rapport de force, de combat. Le cinéma a son rôle à jouer, je pense. Mais on n'est pas en train de conquérir la plaine, quoi. Enfin voilà, on n'a pas le vent dans le dos, on l'a de face et c'est compliqué, c'est une bataille que partagent les réalisatrices et les réalisateurs avec d'autres gens, avec les producteurs et les productrices, avec un certain nombre de distributeurs qui encore font le travail autour de ces films-là. Et là, dans le cadre de Personne n'y comprend rien, il faut remercier et saluer Jour de Fête tout au cours de l'année qui défend ce type de film. Et puis ensuite, je pense qu'il faut aussi, quand on parle de film politique, élargir le champ. C'est-à-dire pour moi, un film politique, c'est pas forcément un film qui se situerait dans un sujet politique au sens des pages politiques d'un quotidien. Faire un film politique, c'est aussi s'intéresser à des univers, s'intéresser à des milieux, s'intéresser à décrire des situations sociales, etc., qui ne sont pas forcément traitées dans les médias habituellement. Je pense qu'il y a plein de manières de faire un cinéma politique, il n'y en a pas qu'un. Ça ne se résume pas à choisir des sujets politiques ou des sujets de débat politique au sens classique du terme. De ce point de vue-là, il y a énormément de réalisatrices et de réalisateurs qui travaillent et qui font un travail très, très intéressant, très puissant, qui vont chercher les limites de l'outil du cinéma pour rendre compte de récits, d'histoires, de milieux qui sont des sujets politiques pour moi. Et ma dernière question, est-ce que vous avez un prochain sujet en tête ? Non, alors j'ai pas de film pour le cinéma pour l'instant en projet, enfin peut-être un petit peu en écriture, mais c'est encore beaucoup trop lointain pour que je puisse en parler. Mais en revanche, là, je travaille à la réalisation d'une série documentaire qui elle aussi est politique, puisque c'est une série que j'ai coécrite avec Edoui Plenel, autour du cinéma de Costa Gavras et la politique. Costa Gavras, le grand cinéaste franco-grec qui a réalisé plus de 20 films, toujours autour de sujets politiques, donc de dossiers, on va dire, historiques et politiques. Donc c'est une manière de parler de la politique et du cinéma et de rendre compte de ce que le cinéma, justement, peut apporter à une lecture politique du monde. Et puis c'est aussi une manière de parler de l'histoire contemporaine, tout simplement, à travers le cinéma. Et là, je suis en train de finir le 5e épisode de la série que je coécris et que je réalise. Donc on peut attendre une sortie cette année ou plutôt l'année prochaine, en 2027 ? Cette année, pour les premiers épisodes, oui, c'est une série qui sortira sur Arte, sur la plateforme d'Arte. Bien super, on regardera ça avec attention. Merci beaucoup d'avoir passé cette heure avec moi pour parler de votre travail et de la manière dont vous avez réalisé ces 2 documentaires, vos rencontres aussi avec le public et l'impact que cela a eu. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Non, merci à vous de vous être intéressé à tout ça et merci pour le temps que vous consacrez aussi à ces questions parce que ça fait partie, j'ai envie de dire, on est un peu dans le même camp et un podcast c'est important, c'est aussi une nouvelle écriture et bravo. Merci, mais c'est comme vous en fait, l'idée pour moi avec le podcast, c'est d'informer, de faire connaître ces sujets-là qui peuvent paraître très techniques et montrer en quoi on peut tous agir. Vous disiez qu'il y avait une question qui revenait régulièrement, qu'est-ce que je peux faire ? Et souvent, je demande à la fin de mon entretien, en tant que citoyen, que puis-je faire pour qu'on puisse s'emparer du sujet et agir ? Voilà, et puis je pense qu'il faut utiliser tous les outils à notre disposition. Il faut faire feu de tout bois, comme on dit, donc dans toutes les directions, avec tous les outils, tous les moyens qu'on peut avoir. Il faut s'en saisir et démocratiquement faire le travail. Eh bien, merci pour ces mots de la fin. Je vous salue bien. À bientôt.
Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. Si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous au podcast et surtout partagez-le avec vos amis, votre famille, vos collègues. Et si vous pouviez me laisser un avis 5 étoiles, que ce soit sur Apple Podcast ou sur Spotify, cela permettra à d'autres de découvrir le podcast et de nous rejoindre au pays des possibles. Si vous souhaitez me contacter ou si vous voulez me suggérer des invités, n'hésitez pas, envoyez-moi un email, l'adresse est indiquée dans la description de l'épisode. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.